Donc la première question, c'est en quelle année tu es né? Enfin, moi je le sais, mais... Le 19 janvier 1924. Donc tu as 101 ans. Oui, je vais sur 102, hein. Et où tu as vécu durant ton enfance? À Mons. Jusqu'à quel âge? Oh, mais jusqu'à mon mariage, environ 20 ans, hein, j'avais que 20 ans. Et après, à ton mariage, t'as vécu où? Après mon mariage, ben, j'ai vécu à Potte. À Potte parce que ça, c'était là que Léon est né, lui. Oui. Et il était commerçant, hein. Il faisait le commerce des grains, des engrais, tout ça. Oui. C'était près de la gare, ça? C'était à la gare et à la place. À la place, nous avions l'ancienne maison des grands-parents qu'il avait tout retapé, qui était quasiment neuve. Mhm. Oui, on avait retapé ça. Mais ce que je n'aurais pas dû faire, c'était de me marier. Pourquoi? Ben, tu sais qu'à l'âge de 17 ans, j'ai eu un très grave accident. Que j'ai eu 4 vertèbres complètement grillées, hein, en 1000 morceaux, de ma chute de vélo. À 17 ans, on était parti avec le pensionnat, c'était pendant la guerre, tout ça. Et il se fait que l'institutrice dit, les personnes ici de telle classe moyenne, puisque moi je n'étais qu'en 3e moyenne à l'époque, Troisième moyenne, c'est troisième secondaire. je ne sais pas, Oui, mais t'avais 17 ans, non? T'avais quel âge? T'avais 15 ans? 17 ans, 17 ans? Et t'étais en troisième moyenne? oui. Je sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Parce Ça que correspond, aujourd'hui, quand on est en troisième secondaire en Belgique, on a 15 ans. oui. Mais c'était peut-être différent à cette époque-là, je sais pas. En tout cas, si tu veux, c'est terminé à la 3e moyenne. T'as Et jamais alors, doublé? tu fais tes normales. Tu n'as... Je pouvais faire l'école normale après. Ok. Mais seulement, je n'ai pas pu. Je n'ai jamais pu pouvoir continuer à faire quoi que ce soit. De mon accident, j'ai perdu des souffrances terribles d'ailleurs. J'ai fait une péritonite qui a mal tourné, j'ai été dans le coma, et tout ça, je n'avais plus de vertèbres, complètement en miettes. Donc, comme maintenant, c'est resté comme ça. Les vertèbres, ça ne repousse pas, hein. Ouais. Bah Non. après, ça a quand même tenu parce que... Écoute, je suis très bien avec un médecin d'ici de Tournai, et il me dit toujours, parce qu'il m'a bien soigné plusieurs fois, et il m'a dit, la première fois qu'on prend une radiographie, oh, mais qu'est-ce que vous avez eu? On ne voyait plus les 4 dernières vertèbres du coccyx. C'était le coccyx. Donc, ben, je dis oui. J'ai fait une très grave maladie, péritonite, et j'ai été administrée d'ailleurs. Ils ont appelé un prêtre et j'ai perdu Ils connaissance. pensaient que t'allais mourir. Ah, mais j'ai failli mourir. Ah. Oui, mais écoute, j'étais très très mal. Alors, parce qu'une péritonite, à l'époque, comme il n'y avait pas d'antibiotiques, c'était grave, hein. Ouais. C'était pendant la guerre, ça, alors? Oui, tout ça est pendant la guerre. Pas de mon médecin. Les médecins étaient tous réquisitionnés pour l'armée. Et alors, c'était très difficile de trouver un médecin. C'est parce que nous étions en relation, mes parents étaient en relation avec différents médecins que j'ai encore été bien soignée. Et Mais c'était... ils n'avaient plus rien à faire. Ils attendaient ma mort, hein. Parce qu'il a dit, elle ne va pas savoir résister à 17 ans, cette fracture du dos, des vertèbres. Parce que ça a duré des années, tu sais. Les petits os qui ont été fracturés par la chute étaient en miettes. Et la religieuse de Saint-Georges à Mons, la clinique, hein, c'était la sœur supérieure, elle était médecin. Elle avait fait ses études de médecine. Et c'est elle qui me voyait le plus
on avait que l'avenue Reine Astrid là, à Mons. Et elle nous fréquentait assez bien, la religieuse là. Et elle demandait toujours comment j'allais, tout ça. D'ailleurs, elle venait passer les nuits près de moi, parce qu'on pensait toujours que j'allais mourir. Hein. Ah ouais. Et Alors, pour finir, après, on a fait prier toute la paroisse, on a fait prier les écoles, tout le monde priait pour moi. Et je crois que c'est vrai que je suis une miraculée. Parce que ce médecin-là, maintenant, existe encore, et il m'appelle ma miraculée. Ma miraculée. Il dit, je n'en reviens pas. Mais vous pouvez être certain hein, que c'est un miracle. Hein, parce qu'il n'y a personne qui pouvait résister à ce que vous aviez. Oh. Donc, et tu te souviens où c'était la chute? oui, près de Erkeline, près de, si tu veux, nous allions voir le caillou Kibik. Ah, mais c'est près de chez moi, ça. Oui, eh bien, je devais aller là. Avec l'école, enfin, avec 2, 3 élèves, on était en vélo et on suivait des petits chemins tortueux. Donc c'est dans le bois que t'es tombé? Donc, sur un tout petit chemin d'allage, là, entre des champs. D'accord. Tu vois, il y avait... C'était dans une descente ou... Ben non, j'ai eu une insolation. Ah, Parce que on ne vous avait pas dit de prendre un chapeau ou bien une protection pour le soleil, et il faisait horriblement chaud. Et j'ai eu une insolation, j'ai perdu l'équilibre et je suis filée dans le fossé où c'était que des cailloux. Tu sais, comme un petit vieux chemin de campagne ouais. qu'on a peut-être réparé un jour, je ne sais pas. Et je suis tombée dans ces cailloux. Et c'est ça que j'ai eu tout le bassin fracturé. À ce moment-là, tu n'imaginais pas que tu irais jusque 100 ans? Ah, pas du tout. Ben non, j'ai été condamnée 5, 6 fois. J'ai été administrée 3 fois, figure-toi. Quand Parce tu dis... que maman était très catholique et tu sais, quand on n'était pas bien, mais c'est pas eux, c'est nécessairement mes parents, quand je rentrais en clinique avec du 42 fièvre, hein, c'était pas normal. Donc, les docteurs faisaient doublement attention. Oui. Mais à ce moment-là, je n'avais pas le docteur Labaki. Il s'appelle Labaki. Et c'est pour ça qu'il me dit toujours, quand il rencontrait maintenant, ici tous est bouleversé, les cliniques ne sont plus où nous étions et tout ça, tu vois. Mais je n'ai pas pu continuer, les amis de maman et de papa ils se fréquentaient encore assez bien. D'ailleurs, ma sœur Lucie, l'aînée de la famille, puisque vous étiez 6 à la maison, 6 enfants. Et ma sœur Lucie, qui était l'aînée, qui avait épousé un pharmacien, oui. Et alors, elle était costaud, elle était forte, ma sœur. Ben, elle n'a jamais eu de grave maladie, sauf une petite opération du foie, tu vois. Ouais. Oui. Et moi ici, si tu savais les maladies que j'ai faites déjà ici, je devais en mourir. C'est ça que le docteur Lavaki m'appelle toujours ma miraculée, parce que c'est lui qui m'a soignée. D'ailleurs, à la guerre, il a fait la guerre d'abord de 14. Et en 14, en 16, la reine Élisabeth est venue dans les tranchées de Dixmude et tout ça, là, pour parler à papa. Et elle dit, la reine Élisabeth, hein, Oui. elle dit à papa, vous ferez bien le personnage pour nous aider. Ah, et qu'est-ce qu'il demande, papa? Ben, nous voudrions avoir un officier supérieur pour aller, comment? Il fallait repousser l'armée congolaise, tu vois? Il fallait, parce que le Congo allemand est à côté.
Et ils avaient, en 16, ils avaient déjà envahi tout le Congo belge. Et il fallait 2 hommes sûrs, parce que le deuxième qui était avec papa, c'était le grand-père du prince de Luxembourg. D'accord. Oui. Et la princesse actuellement, sa grand-mère, d'ailleurs. Et ton papa, enfin, avant d'être dans l'armée, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Et il n'avait pas de métier. Il était rentré en 2e année attends un peu, de consul. Il voulait être consul, papa. Donc, pour faire. Il faisait son consulat. C'est être diplomate, ça. Oui, c'est ça. Alors il faisait ça. Il avait fini ses études au collège de Binche, là, à Bonne-Espérance. Comme mon grand-père et tout le monde s'était passé par là, ça fait que lui a fait, comme papa était neveu unique de la famille, parce que ses oncles et tantes, personne n'avait eu d'enfant. Et ton grand-père, enfin tes grands-pères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon grand-père, eh bien ça, le grand-père le grand-père donc de papa, non, Ah, son le père, il était fermier. D'accord. Oui, c'était un fermier, lui. Tandis que du côté de maman, il était aux contributions, à Moucron. Il était aux contributions, il avait une très bonne place aux contributions à Moucron. Oui. Ça, c'était le père de maman. Tandis que du côté de papa, c'était presque tous des cultivateurs ou fermiers. Comme du côté de Léon, en fait. Enfin, Ah, alors du côté de Léon, ça c'est autre chose. Hein, parce qu'il y avait que comme mon beau-père habitait Pott. oui. Il était né à Pott. Et avait remis ses affaires à Léon. C'était le seul fils qu'il avait, hein, Léon. Il s'appelait Léon aussi. J'ai des photos, tu sais, mais moi j'aimais bien mon beau-père, c'était un brave homme. Ah oui. Parce que souvent il disait quand il partait à Bruxelles, accompagne-nous, ça te va te distraire. Il disait, papa, faut pas rester enfermé. Alors je les accompagnais à Bruxelles parce que tous les mercredis, ils allaient en bourse, si tu veux, hein, pour les affaires. Pour vendre l'engrais? Hmm. Pour vendre des engrais? Oh oui, les engrais, ils faisaient encore les semences, ils faisaient... parce qu'ils vendaient des semences spéciales, tu vois, de première qualité. Ça oui, c'était sa spécialité. Mais Léon avait été déjà bien averti par son père. Mais naturellement, ils avaient agrandi leurs affaires. C'était devenu important. Oui. Mais moi, je n'habitais pas à la maison de commerce. J'habitais au centre de Pott, dans la maison des grands-parents. Et alors Léon, le soir, il revenait pour loger ou pour manger, n'importe. Il revenait toujours à la place. Oui. Et ça, parce que la sœur de Léon, c'est la grand-mère de Monique Lebrun. c'est sa mère, non? Tu dis? C'est sa maman, non? Alice, c'est sa maman. Alice était la maman de Léon. Oui, c'est ça, la maman de Léon. C'est mon arrière-grand-mère. Hmm? C'est mon arrière-grand-mère. Et j'ai ton arrière-grand-mère. Oui. Tiens. Ben oui, puisque Monique, c'est la sœur de André. Oui. Et André, c'est mon grand-père. Oui. Donc, c'est mon arrière-grand-mère, Alice. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est vrai. Il faut de temps en temps rafraîchir un peu ma mémoire. Oui. Parce qu'elle a pris beaucoup d'extensions, la famille. Hein. Ah oui, oui. Les naissances et tout ça. Et avant que tu ailles à Pott, t'as des bons souvenirs de l'école ou de tes études? Oui, les Ursulines à Mons. Je me plaisais bien au pensionnat. J'étais très bien vue d'ailleurs.
surtout bien vu. T'aurais bien aimé faire des études ou... Oui, la pharmacie. Ouais. Oui, parce que la seule chose que j'ai pu me permettre, c'est pendant les vacances, j'avais un oncle du côté de maman. Un oncle qui était le frère... Attends un peu, comment est-ce que je vais dire? Enfin, c'était un beau-frère à l'oncle Julien, qui était un flamand et qui était pharmacien. Il avait été pharmacien, ils avaient en famille une grande pharmacie sur la place d'Ypres. Et en 14-18, elle a été complètement démolie par les bombes. Donc il parlait néerlandais? Hmm? Il parlait néerlandais? Non, moi Mais pas. Ypres, c'est en... Tu dis? Ypres, c'est en Flandre. Tu dis? La ville de Ypres. Oui, Et c'est en Flandre. Donc eux parlaient néerlandais? Oui, mais seulement, comme j'allais, j'étais très bien avec mes petits cousins, parce qu'il y avait 4 enfants là aussi, chez mon oncle. Mais donc, il tenait la pharmacie à Moucron. Il avait repris une pharmacie à Moucron. Et il aimait bien que j'aille en vacances. J'allais souvent, j'étais fort jeune, donc encore. Mais seulement, je retenais très facilement comment, les noms des produits chimiques. Les ou molécules? les pharmacies. Parce que ce n'est plus comme maintenant, hein. Tout a changé, tout a été bouleversé. Mais je retenais tous les noms des produits que mon oncle avait dans la pharmacie. Et il me faisait soit faire des suppositoires, de faire des cachets. Il fallait mettre dans une petite boîte. Mais mon oncle faisait lui-même la préparation. Et alors, je devais faire ça. Passer mon temps comme ça. Et qu'est-ce qui te marque le plus entre le monde d'avant et le monde actuel? Ah oui. Qu'est-ce qui te marque le plus? Ça, mais c'est plus du tout non, pour rien au monde. Ça, c'est plus du tout la même chose. Pour vivre, moi ici, je suis dégoûtée de devoir vivre comme je vis en ce moment. Mais je ne sais rien y faire, parce que je suis surveillée, tu vois. Et t'arrives quand même encore à avoir des moments de bonheur ou... Quand il y a des naissances, ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des naissances de l'un côté ou de l'autre, puisque j'ai beaucoup de neveux et nièces. Bernard, par exemple, il est le fils d'un de mes frères. Bernard. Oui. Bernard est fils unique, hein. Il n'a pas il n'a pas famille, rien. Et sa femme a 10 ans de plus que lui. Donc, et Bernard, après ses études, tout de suite, c'est la banque Paribas qui est venue le demander. Il a été pris tout de suite par le directeur, et alors il est resté dans la banque. Et c'est... Donc Bernard, c'est le fils de ton frère... Frère, qui est le 4e de la famille. Marcel? Non, pas Marcel. Tu as connu... Non, non, c'est Non, pas mais possible. tu en avais parlé une fois où j'étais venu et c'est celui qui avait créé Europe Assistance, c'est Oui, ça? oui. Marcel a eu une vie extraordinaire. C'est dommage que je ne l'ai pas sous la main, autrement je t'aurais montré. Il avait plus de 10 diplômes, de toutes sortes, Marcel. Il était fort intelligent. Et Marcel, c'est le dernier de la famille, il y avait 11 ans de différence avec moi. Il est rentré, c'est lui qui a fondé Europe Assistance. Hein. Et comment il a eu l'idée de faire ça? Ben, il se fait qu'il entend à la radio, il prenait souvent la radio, et il entend qu'on réclame que s'il y a une âme charitable, il faut le dire comme il est, on devait envoyer une petite fille qui était gravement malade et qu'ici en Belgique, on ne pouvait rien faire pour elle. Alors, il dit, c'est bizarre qu'on n'arrive pas à soigner cet enfant. Et il en parle à papa, et papa lui dit, bah oui, et qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose.
nous pourrions nous occuper d'aider cette petite fille et la famille. Hein? Et c'est vrai, cette petite a réchappé et il a conduit lui-même cette petite fille en Amérique pour être opérée. Elle a dû subir une très grave opération et elles sont des remises. Ils sont allés en avion? Ah oui, il partait toujours en avion, Marcel. Oui, parce que d'ailleurs, il avait acheté un avion pour se déplacer avec une infirmière et un médecin. Tu vois, en cas, par exemple, le professeur Lemaire de Louvain, professeur Lemaire, est mort subitement en vacances dans le sud de l'Espagne. Et c'est Marcel qui est allé rechercher la dépouille et en même temps ramener l'épouse du professeur en avion, parce qu'il fallait qu'ils reviennent, hein, ou bien leur donner des clés, s'il y en a qui ont oublié où ils ont mis leurs clés. Il n'y en a pas que moi hein, qui oublie les clés. Ça fait que Marcel faisait ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, quand il est arrivé à l'âge de la retraite, Marcel était obligé de le quitter. Oui. Bon, il quitte, il n'était pas 3 jours à la maison, on était déjà à sa porte, on l'a nommé juge au tribunal de Nivelles. Et Marie me dit, tu ne sais pas quoi, j'ai encore une fameuse corvée, je dois commander maintenant la tunique de juge. La robe, là, tu sais. Donc, voilà, Marcel équipé pour être juge au tribunal de... Il avait donc 65 ans. Oui. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Marcel a fait une tumeur au cerveau. C'est vrai, tu sais. Et on a essayé de l'opérer, de cibler la tumeur. Ils ont brûlé à côté. C'était pas juste les mesures qu'ils avaient prises, et il en est mort. Comme ça. Je suis allée la veille de sa mort, il était à Sainte-Élisabeth, où on soigne les personnes qui sont sur la fin, là. En soins palliatifs? En soins palliatifs. Et il a juste ouvert les yeux, et j'ai dit, Marcel, ici c'est Loulou, parce qu'à la maison c'était toujours les enfants, quand ils étaient petits, ne savaient pas dire Marie-Louise, alors ils disaient Loulou. Et c'est resté, malheureusement, c'est resté. Oh, alors, bah, c'est pas très grave. Alors il dit encore, il a ouvert juste les yeux 2 secondes. Et c'était un regard tellement triste. Oh. Et le lendemain, il était décédé. Et ton frère Marcel, il avait fait des études de droit, c'est ça? Oui, il était avocat. Hein. Oui. Et il a commencé par quoi? Pas par Europe Assistance, il a fait d'autres choses avant. Attends. Avant Europe Assistance. Ah oui? Mais quoi? Oui, il a eu 2, 3 histoires qui s'occupaient aussi, mais là, je ne me souviens plus très bien. Je sais qu'il a toujours eu des bonnes places. Il avait travaillé au Congo, non? Oui, c'est ça. Il a été en Afrique. Il a été allé avec, quand il avait donc terminé ses études, il y avait un avocat, non pas un ministre, Winnie. Le ministre Winnie allait partir en Afrique pour implanter, oui, c'était ça, pour implanter un consulat à Bujumbura. À Bujumbura. Tu ne connais pas? Non, tu ne connais pas. Non. Non. Bujumbura. Et il devait partir avec le ministre qui l'a, sitôt ses études, qu'il l'avait visé et qu'il a trouvé, et il lui a dit, toi tu vas venir avec moi,
j'ai besoin d'un homme compétent et tu vas venir avec moi à Bujumbura. Nous allons monter un consulat. Ah bon. Donc, je prépare pour partir en Afrique. Et voilà que là-bas, qu'est-ce qui arrive? Euh, le... Il s'aperçoit que ça n'allait pas. On préparait une guerre civile, déjà. Alors, après un certain temps, il reçoit un mail. euh, Papa lui téléphone et lui dit qu'il préfère que son fils soit caporal que général. Comment est-ce qu'il a dit, papa? Que je préfère qu'il soit caporal que général sous terre. Ah oui, il faisait comprendre à Marcel qu'il risquait beaucoup de rester à Bujumbura avec le ministre, où il dit, il répète alors à papa ce que papa lui avait dit par mail, je ne sais pas comment, ils se connaissaient. Et la nuit même, monsieur le ministre a dit à Marcel, préparons-nous, nous retournons. Si, tu as bien compris ce que ton père disait, hein? Ben oui, papa préférait voir un fils Vivant caporal que mort. que général sous terre. C'était ça, oui. Alors, donc, toute la nuit, ils ont travaillé à deux pour s'équiper. Et Marcel leur a envoyé un avion, là-bas. Et en effet, sur le matin, l'avion arrivait déjà. Mais Marcel, c'est lui qui était en Afrique, donc c'est pas lui qui l'a envoyé ici? L'avion? Non, non, c'est papa. Ah oui. Papa qui était à l'armée à Ouais. l'époque. Hein. Il était à l'armée. C'est lui qui lui a envoyé un avion. Donc le ministre Winnie a dit c'est d'accord parce que pour se faire ici se faire tuer, on ne doit pas rester. Ça tournait mal d'ailleurs. Ça tournait mal. Et c'est encore maintenant la même chose. Hein. C'est une guerre civile continuelle. C'est terrible. À Bujumbura. Ça fait que, voilà, il est rentré. Et c'est alors que Marcel devait se chercher de nouveau une situation. Tu vois? De fil en aiguille, il trouvait toujours. Il a eu une chance inouïe. Il était estimé, il était fort travailleur. Ah, ça, il étudiait beaucoup. Il était Marcel. Garde un peu, il a eu de la chance aussi, Alphonse, l'avant-dernier là. Ça c'était l'avant-dernier, Alphonse. Le père de Bernard là. Mais ils ont vécu quand même, passé 80 et des ans. Tandis que Marcel, à 67 ans, c'était après avoir fait tout ce qu'il avait déjà fait. Incroyable. Si je retrouvais, je le donnerais à Michel pour le... Il doit être dans une boîte avec des photos, quelque chose comme ça. Mais il faut... J'ai tellement... Je suis très conservatrice, tu vois. Oui. Et alors, à l'époque, on photographiait beaucoup avec des appareils. Hein. Ouais. On avait tous un appareil à prendre des photos. Jusqu'à des petits Kodak qui coûtaient 15 francs. On avait ça soit à Saint-Nicolas, voilà, un petit Kodak comme ça, qui marchait. J'ai encore des photos, mais magnifiques, des petites, parce que c'était un petit film, hein, comme ça. Ouais, ouais. Oui, avec ces petits Kodak que nous avions eus à nos parents. Et il y a des livres que tu as lus et qui t'ont marqué? Les livres. Ah oui, je lisais, mais seulement comme j'ai dû aller en maison à Louvain, j'ai été 2 ans dans une coquille à cause de mes vertèbres, tu vois.
j'avais perdu mes vertèbres et ça m'occasionnait un tas d'ennuis. Et Léon s'est arrangé avec un professeur de Louvain et il a dit amenez-la moi, je vais un peu l'examiner. Et là, pour éviter les ennuis que j'avais, parce que je tombais toujours en syncope. Mhm. Et ça devenait grave parce que je conduisais déjà la voiture, mais je risquais aussi de créer des accidents. Je tombais en syncope comme ça, dans une grande surface, par exemple. J'allais pour faire des petites courses en vitesse, et tout d'un coup, je tombais à terre. Et un jour, j'ai été même ramenée par le directeur de... À ce moment-là, c'était GB. Et j'ai été ramenée par GB en voiture, par le directeur qui connaissait par nom. Et puis ils avaient trouvé ma sacoche qui a valsé en tombant plus loin. Il a regardé ce qu'il y avait dedans et voir ma carte d'identité d'ailleurs. Quand il a vu, mais il dit, je les connais ces gens. Ah mais je passe tous les jours en face. Ah bon? Ça fait que il m'a dit, écoutez les produits, je vais tous les mettre dans mon coffre et je les remettrai à votre mari. Et puis je vais vous reconduire et laisser la voiture sur le parking. Il viendra rechercher demain sa voiture. Mon mari, hein. Et alors, donc pour finir, Léon m'a laissé être visitée par des professeurs de l'université. Et puis, moi j'avais déjà deux cousins germains qui travaillaient à Louvain. C'est ça aussi qui a facilité, je crois, ma rentrée, parce que j'ai été choyée comme pas, mais j'ai été 2 ans couchée dans une coquille. Parce que tu as eu des fractures. Ah oui, et puis quand je tombais, il cherchait à savoir pourquoi je tombais en syncope. C'était pas normal. Et donc à ce moment-là, tu as lu beaucoup. Mais je ne pouvais pas. J'étais que surveillée que par une religieuse qui était du groupe du docteur. Hein. Parce qu'à Louvain, c'était chez les sœurs dominicaines et l'immeuble appartenait aux religieuses, mais c'était l'hôpital universitaire en même temps. Tu vois? Alors je restais, mais 1 heure par jour. Ils ne me toléraient pas parce qu'ils avaient peur que je me fatigue de trop. Et puis je levais toujours la tête, c'était inconfortable, tu sais. Et je levais la tête, j'avais attrapé une grosseur dans la nuque. Et puis alors il a dit, le professeur a dit, non, il faut absolument lui interdire de travailler un peu de couture. Je faisais un peu de broderie, de crochet, des choses comme ça. Et ce que la religieuse me tolérait, ou me faisait faire alors. Mais c'était pas ça pour guérir. Hein. Le professeur avait prétendu à Léon que dans mon cas à l'époque, on n'avait pas de remède pour mon cas. Et que pour obtenir un résultat, c'était l'immobilité complète. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû rester couchée pendant plus de 2 ans. Et quand le professeur alors a dit un jour, on va vous créer quand même quelque chose de plus gai, nous avons un très bel appartement dans une clinique de Mariakerk, en effet, où on ne soignait que des petits-enfants qui avaient déjà embarqué, tu sais, des choses comme ça. Donc, moi j'ai accepté ça. Il fallait, je n'avais pas le choix. Et c'était pour 3 mois. C'était décidé comme ça, pour 3 mois. Donc, là, ça m'a retapé de tout au tout. Tu sais ce que c'était? L'air de la mer, l'iode. C'était l'iode qui m'a remis. J'ai d'ailleurs grossi de 10 kilos. Et quand Léon est venu pour me rechercher,
il savait qu'on voulait me rhabiller pour retourner à Pote. Je ne savais plus rentrer dans aucun de mes vêtements. C'est vrai, c'était comme ça. Il est allé me chercher une petite robe, là. Je lui ai dit, tu ne dois pas prendre, j'ai acheté de vêtements encore à Pote, que je lui disais. Mais il y avait longtemps déjà que je ne les mettais plus. Oh, j'ai été arrangée. J'ai pas eu de chance. Ah Il y a, non, il y a des gens qui t'ont inspiré dans ta vie? non. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ta vie? Ah oui. Ben oui, nous avions beaucoup de relations à Mons. Hein. Naturellement, j'ai été malade, mais... Ah oui, on avait assez bien de relations. Mais c'est pas seulement moi, mes frères et sœurs, la même chose. Et papa, même. Papa, lui, il a fait la guerre, hein, encore aussi. Mais il était revenu en cachette parce qu'il était recherché par l'armée comme officier supérieur. Tu vois, je suis ennuyée toujours par cette mouchette. Et alors, mais j'ai eu de la chance d'avoir eu mes parents. Moi, je le dis, parce que c'est eux qui ont toujours tout réglé la note. Hein. J'aurais jamais su payer. Tu ne sais pas que un professeur d'université dans les mains où je me trouvais me demandait 2000 francs par visite. Ben moi, je sais pas me rendre compte parce que j'ai pas connu les francs, mais Dans les j'imagine, francs. j'imagine que c'est beaucoup. Il me demandait, les deux grands professeurs qui m'ont vu, en tout cas, avec qui j'étais en contact, donc 2000 francs. Et c'est toujours papa et maman qui ont réglé la note. Parce que je leur avais donné l'adresse de papa et maman. Mais maintenant, je ne pourrais plus faire ça. Oh non. Tiens, j'ai jamais travaillé. Jamais travaillé, j'ai jamais gagné un franc. Et ça te manque pas de Ah pas... si, ah Oui, si. t'aurais bien aimé. Ben, j'aurais bien voulu, hein. Parce que mon oncle, parfois, quand il écrivait pour demander de mes nouvelles, tout ça, le pharmacien, il disait « Remets-toi bien vite pour venir m'aider. Si tu devais donner un conseil aux jeunes générations, ça serait quoi? » Ah, écoute, c'est rare d'avoir une histoire comme moi, hein. Oui. Ah oui, c'est incroyable ce que j'ai eu. Hein. On ne peut pas s'imaginer. Et c'est ça que M. Labaki, ici, à la clinique, m'appelle ma miraculée. Ça, il ne sait pas faire autrement. Il dit parce que je vous ai déjà soigné 3-4 fois, et chaque fois, on pensait que vous arriviez pour mourir, et je me suis retapée. Ah oui, mais ça, c'est grâce à tous les saints du paradis. Hein. Parce que c'est vrai, j'ai une confiance illimitée en Saint-Antoine. Et Saint-Antoine, mais il ne va pas faire n'importe quoi. C'est uniquement pour rechercher mes clés. C'est vrai, tu sais. Ouais. C'est une drôle d'affaire, ça. Et je dis, il suffit que je lui dise Saint-Antoine, aide-moi, va. Quand c'est pour ça. Mais si c'est pour mes jambes, parce que plusieurs croyaient que je faisais des résipels. Et Saint-Antoine était le patron de ces malades-là, les résipels. Parce qu'à Potte, la paroisse de Potte, c'était Saint-Antoine. Hein. Notre paroisse s'appelait. Et les hommes venaient à la messe, pourquoi? C'était pour avoir la bénédiction de Saint-Antoine. Hein. Et parce que dans le bétail, les résipels est une maladie très contagieuse. Mais moi, je n'avais pas de plaie, je n'ai jamais eu de plaie. Et je dis, écoutez, si je n'ai sûrement pas des résipels parce que Saint-Antoine m'aurait guéri déjà, je dis. Eh bien, c'est vrai. Il dit, c'est incroyable, il dit, docteur, parce que moi, je parlais comme je te parle. Alors, va t'en comprendre. Alors, naturellement, il y a ici Notre-Dame
la Sainte Vierge ici, maintenant à Tournai, qui est très ancienne. Puis j'avais confiance en Notre-Dame de Lourdes. Mes parents avaient donné tant d'argent, fait des messes pour moi. Hein. Enfin, c'est incroyable. Donc, en plus, je crois au miracle. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, si tu devais leur donner un conseil pour leur vie, tu donnerais quoi comme conseil? De rester pratiquant. Oui. Ah oui, parce que c'est tout ça. C'est pas si je n'avais plus confiance, tu vois. Il y a longtemps que je serais partie. Hein. Pour toi, il faut avoir la foi La dans... foi, c'est la foi, uniquement. C'est ça qui tient... Qui tient, oui, oui. Et c'est ce que le docteur Labaki m'a dit. Vous êtes certainement doué pour... il dit, il y a là quelque chose d'anormal, il dit, parce que quand je vous ai soigné, il n'y a pas longtemps ici, tu sais, je fais une pancréatite aiguë. C'était grave. Voilà que Léon, le petit Léon de Timouji, qui est maintenant médecin, Léon venait me voir et il me dit, tu ne sais pas, tante Loulou, ce que j'ai dû, on m'a demandé comme examen. Non, non, je dis, il devait dire, qu'est-ce que c'est? Et donnez-moi des explications, avait dit le professeur. Donnez-moi des explications sur le pancréas. Sur le pancréas. Hein? Et tu sais ce que c'était? Explication. C'est un gros caillou de sang qui se met dans le pancréas. Et il a dit, c'est mortel. C'est déjà mortel. D'après le docteur qui m'a soigné. Hein. Il a dit, c'est la seule chose que Léon n'a pas su répondre, tu vois. La seule maladie. Et c'est vrai, c'est une sale maladie, parce que il y en a de toutes les sortes, ça peut se répéter et revenir beaucoup, et puis tout d'un coup, tu en meurs, tu vois. C'est une triste maladie, oui. Ah bien, et je m'en suis remise. C'est ça que lui, il a toujours dit qu'il ne comprenait pas. Alors j'ai dit, ben, il faut la foi. J'ai dit au docteur, hein, c'est vrai. Ben, les loisirs. Les loisirs. Ah ben, c'était beaucoup de mon époque, les cinémas. Hein. Ah ça, il y avait par exemple Antoine Bataille. Antoine. Oui. Eh bien, eux, chaque fois qu'il y avait un nouveau film qui passait ici à tourner, ils venaient au cinéma. Mais à la maison, non. Nous, mes parents ne couraient pas au cinéma. Peu. Vous n'aviez pas la télé? À ce moment-là, on commençait. C'était plus la radio. La radio, oui. Mon frère Paul est né. Paul, j'ai perdu un frère. Hein. J'ai perdu malheureusement mon frère, qui n'avait qu'un an et demi de différence avec moi, avec qui on s'entendait très très bien, a eu un grave accident. Il a failli se faire noyer à Shefton. Je ne sais pas si tu connais Shefton. C'est dans les Ardennes? C'est dans les Ardennes. Il était parti avec le curé qui avait formé une petite de 3 jeunes gens qui sont aux études, donc bien, c'était pendant les vacances. Et il avait su qu'il avait une maison, un chalet qui était libre. Il avait loué, le vicaire avait loué ce chalet. Et il y avait quelques étudiants qui étaient partis avec lui là-bas. Celui qui avait aussi un vélo, encore. Ils n'étaient pas très nombreux. Mais un gamin, maman était furieuse sur lui parce que c'est lui la cause. Figure-toi, Paul était un très bon nageur. Nous allions nager au Vauxhall à Mons. Hein, c'était une piscine qui était chauffée, très très bien à l'époque. Et j'allais me baigner avec lui
parce que j'étais quand même surveillée et je n'aimais pas d'aller seule. Ça fait que moi, j'aimais bien, je savais très bien nager aussi. Et Paul, figure-toi, donc, se jette à l'eau dans ce lac à Shefton. Et il a été pris dans des lianes. Tu sais ce que c'est? Oui, Ce sont des mauvaises herbes, si tu veux. des algues. Des algues. Oui, c'est ça. Des algues. Paul se fait prendre dans les algues. Plus moyen de se dépêtrer. Il avait tiré tous ses vêtements sur la berge. Donc, comme les autres, il a fait comme les autres. Mais il est allé trop loin. Et là, c'était vraiment dans un endroit pitoyable, d'algues comme ça dans l'eau. Donc Paul, à un moment donné, le vicaire, il avait un petit sifflet pour que tout le monde se réunisse. Et quand il était sur la berge, il n'était pas là. Il n'était pas là. Ça fait qu'il dit, mon Dieu, il dit, mais si monsieur le vicaire, mais on n'a pas vu Paul. Ça fait qu'ils sont partis. Il a donné son canif. Le vicaire avait toujours un canif sur lui, son canif, et il y a deux jeunes gens qui se sont redéshabillés et filés au bout du lac. En effet, il se mourait, il avait l'eau jusque-là, il était bleu, il ne disait plus rien, et ils ont su le détacher des algues, et il est revenu avec eux à la berge du lac. Mais tu crois que le vicaire a pensé une minute qu'il fallait lui donner un bon révulsif pour le... C'est vrai, impensable qu'il n'a pas pensé à ça. Non, ils l'ont essayé de le rhabiller, et quand ils étaient à la villa, il n'a rien fait parce qu'il avait été quand même les poumons bloqués. Hein. Ça fait que... Voilà que le jour après, maman apprend la chose de Mons par un étudiant qui était déjà rentré, parce que ça allait être la rentrée du collège. Donc, maman demande des explications. Et ce jeune homme raconte à maman ce qu'il a dû faire. Il n'en revenait pas. Mais voilà que le lendemain, Paul devait rentrer au collège. Et le surlendemain, on le ramène sur une civière. Et il en est mort. Hein. Il a fait une congestion pulmonaire hein, qui a mal tourné. Il a encore vécu une quinzaine de jours, quelque chose comme ça. Et il est mort alors de ça. Et il n'avait jamais fait aucune maladie, disait maman. Maman disait souvent ça. Et dire que c'était le plus solide de la famille. C'est révoltant. Ouais. Ouais. C'était révoltant pour tout le monde, parce que ça a été quand même... Papa, mon père, qui était assez fort, avait perdu au moins, tellement il y avait eu du chagrin, 10 kilos au moins. Et il était à l'armée, hein, toujours à l'armée, alors... Paul, je crois que il serait bien rentré à l'armée, s'il avait vécu. Pour toi, ça a été quoi les plus belles années de ta vie? J'étais très jeune. Hein. Quand tu étais jeune? J'étais très jeune, oh oui. On s'amusait bien quand on est jeune, en famille. C'est les années avec ta famille, les plus beaux moments? Hmm. Ce sont les années avec ta famille qui te donnent les meilleurs souvenirs? Ah oui, ça certainement. Ah oui. On a été bien élevés, on a eu des bons parents, pour le dire comme il est, on a eu des bons parents. Et le bon souvenir que j'ai, tous les ans, nous partions en vacances à Béverlo. Tu sais, Béverlo? Non, je ne le connais pas. Non? Non. Eh bien, c'est un camp militaire à Béverlo, en camping. D'accord. C'est en camping. Parce que papa devait partir, passer un mois
mais avec les soldats. Hein. Mais pour pouvoir accompagner, nous payer des vacances. C'était ça. Nous partions en voiture, nous avions une grosse Minerva, là. Je vois encore, tu sais, on savait se mettre à 8 dedans. Hein. Et nous partions avec les balles, les bagages et tout. Et maman louait, il y avait une seule maison qui louait pour les familles d'officiers. Un hôtel, restaurant. Et une pension de famille, il faut dire. Aussi mon grand-père paternel disait à maman, où il écrivait, Jeanne, surtout retenez-moi ma chambre à Béverlo. Oui, parce que mon papa nous accompagnait, il nous surveillait. Hein. Et ton mari, Léon, tu l'as rencontré comment? Ah, écoute, c'était inopportun, hein, tout à fait. Parce que papa et maman étaient une cousine au père de Léon. Et quand Paul est décédé, le papa de Léon est venu aux funérailles de Paul. Et j'étais à côté de lui à table et on a parlé de choses et autres. Et quand il est rentré, il paraît qu'il aurait dit à sa femme, moi je connais une brave fille, une gentille fille, notre petite cousine, la fille de Jeanne. Et quand il est rentré des funérailles de Paul, il a dit qu'il avait rencontré, qui était à table au restaurant. D'ailleurs, ce restaurant était notre propriété, tu vois. Ça a appartenu aux vieilles tantes de papa, parce que papa était fils unique, alors et neveux, elles n'avaient pas eu d'enfants, rien. Ça fait qu'elles ont donné leurs biens à papa. Hein. Et c'était un hôtel, restaurant à Mons, c'était connu, tout près de la Grand Place. Oui. Non. Et donc c'est quand le papa de Léon a parlé de toi que après vous êtes connus? Ben, un bon moment après, hein. Un bon moment, oui. Oh, c'était pas tout de suite, hein. Non. Parce moi j'avais que 20 ans, tandis que Léon avait 32 ans. Et il n'était pas encore marié? Non. Non, il n'était pas marié parce qu'il a été prisonnier. Il a été 4 ans en Allemagne, prisonnier, avec la guerre, hein. Oui. Mais, tu sais, ça n'a pas toujours été tout seul. Non. Et Parce qu'il en avait connu une autre, hein, avant moi. Ça n'a pas toujours été tout seul. Mais moi je n'ai jamais discuté de tout ça. Non. Je me suis dit, à la grâce de Dieu, je disais ça en moi-même. Non, j'ai jamais eu de chance. Mais seulement, il ne m'a jamais rien reproché. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il ne m'a jamais il m'a reproché une affaire ou l'autre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Hein? Enfin. Et à part le vélo... Naturellement, il n'était pas question, avec tout ce que j'avais eu, d'avoir une famille. Hein. Je ne l'aurais pas su. Hein. Non. J'avais tout le bassin fracassé. Non. Enfin. Tu regrettes de ne pas avoir eu d'enfant? Ah oui, ça oui. J'aimais beaucoup les petits. J'étais toujours portée sur les petits-enfants et tout ça. Et maman disait, tu feras une bonne mère de famille. Mon Dieu, quand j'y pense. Maman disait ça, tu feras une bonne mère de famille. Tu faisais... Alors, tu sais, je partais à Ostende. Il avait nous avions un appartement à Ostende. Il m'envoyait toujours toute seule. C'était pas gai, hein. Tu n'aurais pas fait ça quand même.
Oh, bah, ça dépend. Moi, j'aime parfois être tout seul, donc ça dépend. Mais moi, j'étais bien seule. Ça, c'est ce que je ressentais le plus, la solitude. Oui. Bah, je pense que ça dépend des caractères. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout être tout seul. Il y en a qui... Ah, moi, c'est pas ça. Quand j'étais là-bas toute seule, ben écoute, je n'étais pas très difficile parce que rien que de voir un bel étalage, ou de beaux vêtements, des beaux bijoux, tout ça, j'admirais, je passais mon temps, ça. Qu'est-ce que tu veux, il fallait... Nous avions des amis qui étaient un notaire flamand et son épouse a été une amie à maman. Et elles avaient été en pension, toutes les deux, et maman m'avait dit, tu ne dois pas rester toute seule, tu vas encore rencontrer Madame Debert, elle s'appelait Debert. Et le notaire s'appelait Debert, bien sûr. Eux, ils avaient aussi un pied-à-terre à Ostende. Alors, ils en profitaient bien, ils venaient à deux. Mais moi, rarement, j'avais Léon avec moi. Hein. Oh, c'était rare. Enfin, T'as parfois pris l'avion? oui, ça oui. Au début de notre mariage, nous avons pris l'avion pour aller ensemble, alors à Nice. À l'époque, c'était beaucoup ça. Hein. Les, comment est-ce que je vais dire? Les voyages qu'on faisait de mariage, quoi. Soit Nice ou bien l'Italie. En Italie, en Espagne, j'ai été aussi. Ça, oui. Mais là, il en profitait aussi. Hein. C'était une bonne chose que Léon était avec moi, autrement, je n'aurais jamais fait tous ces voyages. Ouais. Seul, c'était pas gai. Hein. Donc, mais alors, c'était lui qui organisait les voyages. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Et tu te souviens de la première fois que t'as pris l'avion? C'était avec Léon? Oui. Ah oui. Ben oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas eu un bon avion. Je me souviens qu'il avait été certainement disloqué, cet avion, parce que... Mais c'était le voyage principal des Belges à l'époque, la Côte d'Azur, Oui. tu vois. L'Espagne, mes papas a voyagé, et mes parents plus que moi. Hein. Malgré tout, on avait un bon personnel et on était des gâtés, on était gâtés par eux, alors ça s'arrangeait très bien. Et alors les grandes tantes, les tantes de papa nous surveillaient de très près. Elle disait, maman leur demandait toujours aller voir souvent s'il ne manque rien aux enfants et aller voir quoi. Oui. Si tu devais revivre un moment de ta vie, ce serait quel moment? Oh, très jeune, hein. Je ne chercherais pas à avoir 20 ans comme j'ai été dans ma coquille pendant 2 ans, écoute. Alors, ils m'ont envoyé, on va vous récompenser, qui dit le professeur, oui, mais ça m'a coûté un os. Hein. Dans cette belle chambre à la clinique de Mariakerk, où on soignait les petits-enfants, que des petits garçons, parce qu'ils avaient des gens embarqués. Alors les infirmières les amenaient en bordure de mer, tu vois, et l'eau, qui était donc l'eau et l'air, faisait redonner de la force dans les genoux et dans les jambes de ces petits-enfants. Et les infirmières les conduisaient au bord de la mer. Ils n'avaient que la rue à traverser. Moi, je les voyais comme je les vois encore maintenant. Ils conduisaient les enfants et quand la mer montait,
elle venait les retirer un peu plus haut pour ne pas quand même être parce qu'alors ils se mettaient à crier ou à pleurer s'ils étaient remplis d'eau, tu vois. Donc ça serait plutôt à un moment de ton enfance ou de ton adolescence? Mais non, parce que j'avais déjà passé 20 ans. J'étais Non, mais mariée. si tu avais un moment à revivre, ce serait dans ton enfance, dans ton adolescence? Oui, oui. Ah, je sais, bien sûr. Tout le reste, non, c'est comme ça. C'est bien comme ça. C'était bien mieux comme si j'étais restée à la maison. Mais maman, elle ne voyait jamais que ça allait mal, tu vois. C'est malheureux à dire, mais c'était comme ça. Maman n'aurait pas dû me laisser me marier, par exemple. Non. Surtout avec ce que j'avais eu. Non. C'est pas. Et t'as fait du sport pendant ta vie? Mais un peu de la natation, un peu. Mais je ne pouvais pas faire beaucoup de grands sports, hein, avec ce que j'avais. Non. De la natation à la piscine? Tu dis? À la piscine? Mais juste à la piscine, mais aucun effort, tu vois. On m'avait bien dit, le docteur avait dit, vous pouvez aller nager, mais à la douce. Hein. Voilà ce qu'il me disait le médecin. Et Et c'est parce que j'avais Paul avec moi, je ne partais jamais seule. Maman disait, tu dois toujours te faire accompagner. Parce que maman craignait quand même qu'il m'arriverait quelque chose, alors elle veillait sur moi. dans l'évolution du monde sur 100 ans, qu'est-ce qui te marque le plus dans notre monde? C'est la guerre, hein. C'est la guerre. Ah oui, ça m'a marqué. On a dû partir à un moment donné au bombardement de Mons. Tout était en feu autour de nous et il se fait que Paul, qui n'avait jamais conduit la voiture, mais qui regardait toujours papa quand il conduisait, ou qu'on sortait ensemble, on sortait souvent ensemble, euh, il se fait que quand la guerre se déclare, la première chose, Paul pense à aller chercher la grosse voiture, parce qu'il y en avait deux chez moi. Et une plus petite que papa allait quand il partait avec les troupes et tout ça. Par exemple, au Fort de Huy, par exemple, il allait pour un mois pour les exercices militaires, toutes des choses comme ça. Donc il avait sa voiture encore, et nous on voyageait souvent dans la grosse parce qu'on était nombreux. Alors je me souviens que le jour de la guerre même, et tout était en feu à Mons, autour de la gare, les hôtels démolis, tout ça, enfin c'était un carnage inouï. Si bien qu'il dit à maman, écoute maman, il est grand temps que j'aille à l'heure où on n'aurait même pas plus d'essence. Et papa avait toujours prévenu Paul. Pourquoi? C'était Paul son préféré peut-être, enfin le plus dégourdi de tout. Paul partait à hâte, parce que le dépôt d'Ath, hein, c'était un dépôt militaire. Et là, il y avait une énorme provision d'armes, des armes, des fusils, tout ce qui concerne l'armée, quoi. Et alors, il y avait une citerne énorme d'essence. Mais il n'y avait personne qui pouvait rentrer là. Mais voilà que Paul arrive à Ath en vélo, parce qu'il était parti en vélo. Tu ne pouvais pas avoir de voiture hein, pendant la guerre. Tu pouvais en avoir une, mais tu ne pouvais pas la sortir, alors ça ne servait à rien. Donc il avait toujours son vélo avec lui.
Il partait à hâte. Quand il arrive là, il tombe avec des Anglais. Les Anglais avaient pris le devant, étaient déjà rentrés dans La citerne. oui, dans ce grand bâtiment que moi je n'ai jamais vu d'ailleurs. Et alors on lui a demandé qui il était. Et elle a dit, moi je suis le fils du colonel. Ah, oh, il y a une voiture ici. Oui, justement, il s'explique avec. Il ne connaissait pas très bien l'anglais, encore à ce moment-là. Et il dit son père l'avait autorisé à reprendre sa voiture à Mons, parce qu'il n'est pas dit qu'il allait s'occuper de la guerre, quoi. C'était ça, hein. Les Anglais étaient là. Et alors, ils ont dit, si, on va vous même montrer ce que vous devez faire. Mais Paul le savait par papa. Papa avait dit, écoute, il faut leur réclamer parce que tu as droit à l'essence, hein, puisque c'était lui qui commandait cette troupe-là, enfin. C'était ça. Et tu avais quel sentiment quand la guerre elle s'est déclarée? T'avais peur ou... Oh oui, ben, c'était pour papa. Hein. Nous, c'était toujours pour papa. On disait, mon Dieu, pourvu qu'il ne m'arrive rien. Et maman nous faisait prier tous les soirs, je me souviens, pour le retour de papa. Ah, c'était un drame. Hein. Oh oui. Alors papa, lui, a été envoyé dans le midi de la France. Et là, dans le midi de la France, il y a un département qui était le Gard, qui s'appelait le Gard. Ça s'appelle toujours le Gard. Hmm? Ça s'appelle toujours le Gard. Ah, c'est sur le Gard. Eh bien, donc dans le Gard, papa s'y trouvait et il avait dû réunir tous des jeunes gens de 16 à 35 ans. Et la Belgique, par d'autres officiers, a envoyé les jeunes de 16 à 35 ans dans le Gard. C'était la meilleure solution parce que Pétain, à ce moment-là, c'était lui qui était, hein, qui dirigeait presque toute la France. Hein. Ben, la France qui n'était pas occupée, quoi. C'est ça, non occupé, c'est ça. C'était bien ça. Et là, papa donnait des cours aux jeunes. Et donc vous êtes parti à cet Mais endroit-là? nous sommes partis à ce moment-là, tu sais où? En Normandie. Tu te souviens? Mais là, ça a été un très mauvais souvenir, surtout pour Paul. Parce que, en arrivant en Normandie, Paul, il voyait une chose, c'est que les jours avançaient et que la rentrée scolaire allait avoir lieu. Il prévoyait ça. Nous, on est partis le 10 mai ou le 11 mai. Mais donc Paul disait, on doit rentrer au pensionnat et vous autres au collège. Hein. C'était en 1940, ça? En 40, oui. Ça, c'était en 40. Ah oui, c'était... Et en Normandie, vous avez vécu où? Eh bien, on a été dans une genre de fermette comme ça, qui a bien voulu nous prendre, et maman payait une petite somme, et il nous donnait à manger, et tout. Des fermiers, c'était des fermiers. Que vous avez croisé par hasard? Oui, ah oui, pour trouver... naturellement, on s'informait toujours avant d'aller voir, mais on s'informait d'avance. Hein. Oui. Donc, quand nous étions là, qu'est-ce que Paul voit? Un camion, il en a vu plusieurs, et il a été fort perturbé par ça. Les Allemands avaient jeté du pétrole tout le long de la digue, l'endroit du débarquement du pétrole, et ils ont mis le feu. Alors c'était des centaines d'hommes carbonisés. Hein. Et ils sont arrivés avec plusieurs camions, et ils ont tout jeté les corps comme ça dans le camion, sans
hein, C'était des soldats? des Anglais. Les premiers Anglais qui ont débarqué. Paul en a été malade parce que pendant plusieurs jours, il ne voulait plus manger. Et maman disait, allez, tu en as besoin, il faut manger. Et alors, ça l'avait tellement choqué de voir de la façon dont ils avaient traité, c'est malheureux, hein, des Anglais qui avaient débarqué, mais seulement la veille, les Allemands avaient jeté tout le long du pétrole sur la digue. Et ils ont mis le feu, carbonisé. Les premiers Anglais qui ont atterri, si tu veux, sur le sol français, c'était comme ça. Alors Paul est retourné et lui faisait ça d'aller là-bas parce qu'il a été il était logé par la châtelaine de notre petit village où on mangeait, où on a évacué quoi, en famille. Et alors de ce moment-là, comment est-ce que ça a encore été? Ah oui, c'était pour trouver, parce qu'il disait à maman, c'est facile de dire on retourne tel jour, mais il faut retrouver, notre grosse voiture, elle consommait 35 litres au 100 km. 35 litres, tu te rends compte? C'était une ancienne voiture, mais très bonne, solide. Alors, une familiale, si tu veux. Donc, Paul, tant qu'il n'avait pas trouvé, et ce sont les châtelaines du village où nous étions qui étaient venues trouver maman. Elle a dit, j'ai vu que vous aviez là des beaux jeunes gens, est-ce que vous ne pouvez pas nous envoyer un pour la nuit? Parce que tellement, il n'avait plus que la mère et la fille. Les hommes étaient partis à la guerre. Hein. Alors, Paul, maman, je ne vois pas d'inconvénient, qu'elle a dit à ces dames du château, ils habitaient du château de la localité. Tu te souviens plus le nom de la localité? Il faudrait que je recherche. Hein. Donc je ne saurais plus te dire exactement. C'était près de la mer? Ah oui, c'était tout à fait presque au bord de mer. Mais donc quand elle avait eu les vélos de ces dames pour aller, parce que lui, il n'avait plus de vélo, il avait laissé son vélo à Mons. On était déjà suffisamment chargés, tu vois, de tout. En vêtements, nous avions tous dû prendre une valise de vêtements, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait rentrer. Maman disait, il faut prendre tout ce que vous avez de meilleur. Et c'était vrai. Bon, c'était pas la peine de prendre des bricoles avec soi. Hein. Et alors, pour finir, quand Paul a eu tous ces litres d'essence, tu sais ce qu'il a fait? Il les a laissés au château et il s'est arrangé avec ce qu'on appelle un menuisier, mais charron, au village à l'époque, un charron. Tu sais ce que c'est? Oui, j'ai déjà entendu. C'est un ouvrier de campagne, quoi, Ouais, de ferme. ouais. Le charron travaillait, il est allé le trouver et il dit, écoutez, j'aurais besoin d'une bonne remorque. Ah, mais je vais faire mon possible, il dit ce monsieur. Il dit, je vais faire mon possible, mais pour trouver les pneus, ça va être peut-être compliqué. Mais faites à votre aise, il dit, mais du moment que je les ai pour mon départ, il ne dit rien pour mon départ, et il devait mettre tous ses bidons d'essence dans la remorque, parce que maman avait tellement peur que s'il était arrivé un accident, nous étions quand même là, les 5 enfants dans la voiture, hein, 5, 6, et alors maman, en plus, on était 7. Oui, ça fait que quand Paul a eu tous ses litres d'essence, il a mis les jerrycans dans la remorque, et en même temps les matelas, parce que nous avions 2 grands matelas qu'on avait mis sur le toit de la voiture pour partir. Donc
sans savoir si on allait trouver un matelas. C'était ça, hein. C'est vrai, c'était toujours un point d'interrogation. Donc, il a réservé ces matelas qu'il a mis au-dessus des bacs d'essence. Et nous sommes arrivés à Mons comme ça. Mais avant d'arriver, dès que maman savait que c'était une ville comme Douai ou là, dans le nord de la France, que maman voulait faire arrêter Paul parce que elle voulait demander si le commandant. À ce moment-là, papa était commandant. Hein. Donc, s'il n'y avait pas le commandant de l'E qui était arrêté, parce qu'il cherchait toujours les casernes. Hein. C'est vrai, les officiers, ils vont chercher une caserne avant. Et puis, la plupart des gens étaient partis en évacuation. Tu ne trouvais pas ça tout de suite. Hein. Mais donc, papa préférait, maman, qu'on s'arrête. Et ça, c'était l'avant-veille d'arriver à Mons. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que quand nous arrivons à Mons, on a logé dans cette caserne, on nous a mis des beaux draps blancs. Et enfin, on a été soignés. On nous a donné à souper. On nous a donné à déjeuner le matin très tôt avant de partir. Non, on avait dit à un homme qui était là de faction, là, tu vois, encore dans la caserne, et qui a dit vous allez bien soigner ces personnes. Et on nous a donné un lit et tout, et un lit et deux, et les garçons ensemble et les filles ensemble. Et puis alors, on doit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y avait que Paul devait faire? Ah oui, maintenant ce sera probablement la dernière station, dit maman. Et c'est vrai, ça a été la dernière station. On a été bien soignés, on a été une chance inouïe, parce que ces gens-là ne nous connaissaient pas. Hein. C'est vrai. Mais maman, en général, montrait sa carte d'identité, tu vois. Ça, je dis à maman, un jour, je dis, écoute maman, tu peux leur montrer ta carte d'identité. Hein. Donc elle montrait sa carte d'identité, parce que, et alors, ils faisaient ça pour des étrangers, hein. Ouais. C'est vrai, hein. Voilà qu'on devait s'arrêter à Douai. Ah oui, mais quand nous sommes partis en France, nous étions les derniers à passer à Douai, sur le grand pont. Et un monsieur qui est venu voir maman et qui a parlé, qui a dit « Madame, dépêchez-vous, parce que vous n'allez plus passer après. » Et c'était vrai. Quand nous étions dans la campagne, à 10 km de là, on a entendu l'explosion. Ils avaient fait déjà sauter le pont. Donc, nous n'aurions jamais su passer pour partir. Hein, si jamais le pont avait été sauté. On a eu une chance là inouïe. Et là, on est arrivé alors à Mons. Et quand on est arrivé à Mons, je dis à maman, est-ce que tu es sûre que tu vas trouver la maison debout? C'est vrai, hein. On n'était pas sûrs. Hein. On n'a jamais eu de nouvelles sur les 3 mois que nous étions partis. Donc, on ne savait pas ce qui se passait dans notre maison. Et elle pouvait être démolie aussi. Alors, quand on arrive à la maison, la femme de ménage, qui n'était pas honnête du tout, était là. Elle avait préparé, avec les belles nappes blanches de maman, tous les nappes, les beaux couverts, les argenteries, fait une immense table. Et quand on arrive, qu'on voit ça, on dit qu'est-ce qui se passe? Les femmes de ménage étaient restées là et avaient, qu'est-ce qu'elles avaient commenté? Ah oui, leur faisaient à manger, et c'était aux Allemands, c'était des Allemands de la Gestapo. C'était le général de la Gestapo. Tu te rends compte? Et le soir, on avait un piano à queue, là, un beau piano en ébène même, que maman avait hérité d'un héritage, enfin, de famille.
Et il se trouvait dans le salon. Et on a su tout ça par le notaire Ambi, qui habitait presque en face de chez nous à Mons. Il a dit, vous savez, il est venu trouver maman, il a dit, ils ouvraient la fenêtre toute grande, les fenêtres, il faisait chaud, c'était au mois de mai, juillet, août, hein. Ouais. C'était juste avant la rentrée. Et là, ils faisaient de la belle musique. En général, les Allemands étaient musiciens. Et la musique que tout le monde venait danser devant nos fenêtres. Tu te rends compte? Alors, elle dit à une des femmes, elle a dit, mais ici, ce sont mes enfants qui vont avoir un dîner. Hein. Elle faisait des croquettes, elle faisait bien à manger, parce qu'elles ont travaillé pour nous, on le savait. Et elles préparaient le dîner des Allemands. C'est rageant. Hein. Maman était en rage hein, quand elle a vu ça. Et ils étaient encore là, les Allemands, quand vous êtes arrivés? Ah oui, ils arrivaient le soir pour loger parce qu'ils avaient réquisitionné 2 chambres. Donc, maman dit, comment est-ce qu'on va faire pour loger? Il faudra que les garçons logent ensemble. Et c'est vrai, il fallait au moins avoir 4 chambres minimum. Et il y en avait encore d'autres, mais seulement elles étaient prises par les Allemands qui logeaient dans notre maison. Et donc, vous avez vécu avec les Allemands de la Gestapo? Oui, oui. Et alors, mais ça n'a pas duré très longtemps. Parce que maman était fatiguée d'aller à la ville réclamer. Et les Juins avaient dit à maman, écoutez Madame Delay, si vous voulez ne plus avoir d'ennui avec eux ou autre chose, il faudrait que vous mettiez quelque chose à la porte. Si j'étais de vous, je mettrais maladie dangereuse. Quelque chose comme ça. Maladie en grand. N'hésitez pas, parce qu'elle ne restera pas longtemps. Alors, en effet, les Allemands se sont préparés. Ils ont vu qu'il y avait ce placard sur la porte. Cette pancarte? Tu dis? Une pancarte? Une pancarte. Ils ont vu qu'il y avait cette pancarte. Donc, ils étaient prévenus. Et le major allemand, là, principal, est venu trouver maman et a dit, écoutez, moi, mes enfants, je vais quand même pas les faire loger à l'étranger alors que j'ai ici mon nécessaire. Hein. C'est vrai, ça coûtait quand même un os, hein, tout ça. Et donc, ils ont dit, eh bien, on va faire son possible pour partir. Mais c'était la Gestapo, c'était terrible. Hein. On n'osait presque jamais leur adresser la parole. D'ailleurs, l'ordonnance du major, un jour, il tombe nez à nez avec Paul à la cuisine. Parce que maman avait dit, on va s'arranger pour les éviter de les voir, quoi. Comme ça, on ne devra pas parler. Donc, voilà que Paul préparait son déjeuner, il devait partir au collège, et il discute avec l'ordonnance. Et il dit que l'ordonnance lui avait fait expliquer qu'ils allaient en Angleterre pour finir la guerre. Paul lui dit non, furieux sur Paul. Tu penses bien, Paul avait dit, vous n'arriverez jamais en Angleterre. Et il était furieux, et c'était son ordre. Puis après, il s'est adouci, et il sort son portefeuille devant Paul, et il dit, moi, je suis le chauffeur d'Hitler. En Allemagne, il a dit, moi, je suis chauffeur d'Hitler. Et en effet, on le voit au volant de leur voiture à eux, là-bas, ça a été photographié là-bas. On les voit très très bien. Il est à côté d'Hitler, il était son chauffeur. Ça fait que il fallait encore que ça arrive, mais ils n'ont pas tardé, alors maman faisait toujours quand même comprendre que les enfants avaient besoin d'avoir leur chambre. Mais c'était vrai, hein. Ils sont partis comme ça. Et c'était la ville hein, qui nous obligeait.
C'est eux qui choisissaient les maisons. Où il y avait du chauffage, où il y avait une bonne, des bons lavabos ou des salles de bain et tout ça. Mon Dieu, mon Dieu. Ça nous choquait. Hein. C'était choquant. Ah oui. Enfin, heureusement qu'ils étaient partis. Nous, on ne les a jamais rencontrés parce que maman nous avait tellement bien expliqué qu'il ne fallait jamais se montrer. Et c'était vrai, hein. Quand c'est comme ça, il vaut mieux ne pas se montrer, comme ça tu n'es pas obligé de donner des explications non plus. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui. Enfin. Donc on a passé la guerre. Ah.